Bonjour à tous et bienvenue dans Clic Clac, le podcast qui a élu la data pétrole du 21e siècle. Et je ne suis pas le seul, puisque visualiser les mondes qui nous entourent sur un tableau de bord que j'ai réalisé moi-même en plus, c'est le rêve que j'entretiens habituellement avec Malo, mais aujourd'hui je suis bien accompagné par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaît aussi bien les ventes que la data et la data visualisation à travers Click. J'ai nommé Michael aka Side. C'est également le même Side avec qui je faisais un autre podcast dénommé Nip Sales. Donc c'est un petit peu à la suite de tout ça que je te dis bonjour Side. Salut Mike. Salut Marco, oui, un grand plaisir d'être là. Oui, Side, je dis toujours SYDE, donc quand j'entends Side, je dois toujours le dire parce que sinon les gens ils rajoutent un I. Oui, c'est mon Twitter handle depuis très longtemps et c'est vrai qu'on se connaît depuis pas mal de temps, Marco. Je crois qu'on se connaît sur les sur les bancs de l'université en 2000, donc on a plus de 20 ans de connaissances. Et puis ça fait des années qu'on échange des trucs, nos chiffres de vente, comment finalement rémunérer d'autres vendeurs, toutes nos astuces, soit en podcast, soit par téléphone ou par d'autres moyens encore. Et aujourd'hui, j'avais une belle occasion, après les 3 épisodes tournés de Clic Clac Podcast avec Malo, de pouvoir mettre un petit peu en pratique tout ce qu'on a pu dire et ce que Malo a pu enseigner jusque-là. Vous vous souvenez, on avait travaillé sur l'AGRIP, Food and Beverage Sales Dashboard. C'est moi qui avais galéré tout un dimanche pour pouvoir préparer en fait ces feuilles d'analyse qu'aujourd'hui j'aimerais bien pouvoir montrer à mon compadre Side. Alors autant avec sa casquette de vendeur qu'avec sa casquette de fan de Click, parce que c'est un habitué de la data visualisation. Et puis d'ailleurs, j'avais assez envie de te demander, mais comment t'as débarqué dans le monde de l'analyse ? Je pense pas que c'était à travers Click, mais ton histoire avec Click, en fait, ça date de quand ? Elle date de pas mal de temps maintenant. Je crois qu'on l'a installé à l'Eurostar où je travaille en 2012 ou 2013, je me souviens plus. Il faudra demander à Click. Et on a Oracle, donc un ERP Oracle, un peu comme SAP. Et avec cet ERP, on avait besoin de visualiser des données. Donc il y a de la BI avec Oracle, mais c'est compliqué comme avec SAP. Donc on a choisi Click, pour sa simplicité, et il y a plus de 8 ans. Et après 8 ans, on l'utilise encore. Et c'est vrai que si je regarde les logiciels que mes vendeurs et moi-même on utilise de manière régulière, je vais dire au minimum une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, Click en fait partie. Donc je suis très content parce que ça a permis vraiment d'être utile pour tout le monde. C'est un sacré indicateur que tu viens nous donner. Et puis, sans transition, on va peut-être regarder à quoi ressemble ce Food and Beverage Sales Dashboard que j'ai inventé pour un réseau de 38 points de vente fictifs de type station-service implantés dans la Suisse italienne. Alors, le temps que je partage mon écran, parce qu'on est aussi en vidéo aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que cet épisode de podcast audio, ce sera également un podcast vidéo sur lequel vous aurez l'occasion de voir le dashboard préparé par mes soins et qui va être décortiqué d'ici quelques minutes par Michael. Voilà, c'est les notes d'émission. Et ici, on retrouve la 2e page de l'application créée dans ClickSense. On retrouve maintenant la première. Voilà, je suis prêt à te faire un petit descriptif de cette page d'analyse. Es-tu prêt, Michael ? Je suis prêt et je vais te critiquer tout ça, sous peu. Alors, s'il te plaît, dis-moi tout ce qui manque. Vous-même, chers auditeurs, vous avez la possibilité d'échanger avec nous. Clic-clac à son handle éponyme sur Twitter. Et autrement, vous pouvez retrouver ces épisodes postés sur le site de Calypse, calypse.ch, ainsi que sur sa page LinkedIn, éponyme elle aussi, du nom de Calypse, YPS à la fin. Allez, je commence avec les boissons en fait, puisque j'ai connu pas mal de boissons, des catégories boissons par le passé, c'est là-dessus que j'ai fait un focus. Et donc cette première page, Annual Sales pour les Beverage and Beverage Only, qui regroupe en fait tous les types de boissons. Des boissons énergisantes, au thé froid, en passant par la bière. Il y a également quelques produits laitiers. Et donc ce réseau de stations-service, quand nous comparons entre l'année N et l'année précédente, N-1, il a réalisé... Oula, attends, là je crois que je suis sur une sélection. Je ne suis pas sur la totalité du chiffre d'affaires là. Bizarre. Tu sais quoi ? Par acquis de conscience, je vais revenir sur l'application de départ. Car je vous rassure, j'avais travaillé mes chiffres et je suis assez certain que ce n'est pas les bons chiffres.
Là, tu montres vraiment un bon côté. C'est que quand tu sélectionnes quelque chose, la première chose à faire attention, c'est que tu dois sélectionner les bons chiffres. Tu dois sélectionner souvent, on a des codes compagnie, on a des codes de centre de profit, on a des codes de centre de coût. Et souvent, ça, c'est la première chose quand on commence dans la data, de savoir ce qu'on sélectionne. Avec le temps, ça va vite, mais voilà, chaque société a souvent ses codes pour dire 600 c'est ça, 700 c'est ça, 01 c'est ça, 02 c'est ça. Donc voilà, je trouve que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on clique finalement. Exact, et puis de définir le périmètre de notre analyse. Là, il y avait simplement un filtre qui était posé sur des adresses. J'avais 6 points de vente sur les 38, et maintenant je retrouve enfin le chiffre d'affaires global réalisé en année N de 3 millions, presque 3 millions et demi, 3 millions 420 000 francs suisses. Allez, on va parler en francs suisses pour cet exemple. Un peu meilleur que l'année précédente, puisqu'on était à 3 250 000 de chiffre d'affaires total, qui a été réalisé en vendant 1 630 000 unités de boissons, contre un peu moins d'1 600 000 l'année précédente. Ceci, en fait, en listant en tout et pour tout 7 références de plus. Alors attention, dans la vie d'un magasin et d'un réseau de magasins, il se passe plein de choses en une année. Donc si ça se trouve, il y a 40 références qui sont sorties de l'assortiment, et puis il y en a 47 nouvelles qui sont rentrées. Le différentiel entre 40 et 47 étant de 7. Donc là, il y a 7 références de plus dans l'année N qui nous ont permis en fait d'atteindre peut-être une partie de ce chiffre d'affaires additionnel, et en sachant qu'on n'est pas dans un monde, contrairement à ce que j'ai dit dans mes conclusions retail il y a 2 épisodes, on n'est pas dans un monde où on vend en multipack. Il n'y a que 32 références sur les 141 qui sont en multipack. Et je vais vous montrer, je vais vous prouver ce que je dis, puisque ici, tout en bas de cette page, on a le turnover split, c'est-à-dire la répartition du chiffre d'affaires pour l'année N, entre ce qui a été réalisé avec des unités en single et ce qui a été en fait en multipack. Eh bien, contrairement à ce qui se passe dans un grand magasin, dans une station-service, quand on achète une boisson, on en achète facilement une. Et c'est préférablement dans des frigos en single unit qu'on retrouve la boisson, ou en rayon, où on peut retrouver des jus de fruits qui ne sont pas au frigo. Il n'empêche, je vous raconte tout ça, et quand on regarde le classement, en commençant par la référence qui a réalisé le plus de chiffre d'affaires en année N, donc ici je me tourne sur la section Annual Turnover per Reference, N versus N-1, on retrouve en fait une bière suisse en 6-pack, et une autre bière suisse en 10-pack. Et la première single unit, elle vient en fait avec cette boisson énergisante, le Red Bull 25 centilitres, que je peux vous dire, j'ai vu caracoler en top de vente boisson dans pas mal de chaînes de magasins différentes. Écoute-moi, j'ai des questions, donc je vais poser les questions que j'ai eues quand j'ai vu le dashboard. La première chose, c'est la question de qu'est-ce que le turnover ? Parce que quand je vois turnover, souvent les gens ils se disent mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est chiffre d'affaires ? Ça veut dire chiffre d'affaires en français bien sûr. Est-ce que c'est le chiffre d'affaires net ? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires qu'on appelle en anglais gross sales ou chiffre d'affaires brut ? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires net ? Toi, quand tu te poses cette question-là, tu te situes où ? Alors moi, si je devais donner une seule notion de chiffre d'affaires, je donnerais la net. Okay. Pour répondre à ta question, maintenant, dans ce cas fictif, il est vrai qu'on est dans un exemple plus simple, et du coup, j'ai vraiment pris ce qui a été typé en caisse. Ce qu'il n'y a pas là-dedans, par exemple, c'est les Werbebeiträge, avec lesquels tu augmentes le chiffre d'affaires par fournisseur, donc ça veut dire les contributions publicitaires que tu payes à l'année en tant que fournisseur. Donc tu vois, là, franchement, ça c'est une chose qu'il faut que les gens sachent, c'est qu'il faut toujours se mettre d'accord au départ de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des chiffres d'affaires bruts ? Est-ce qu'on parle des chiffres d'affaires nets ? Ou est-ce qu'on parle du net ? Parce que moi, contrairement à toi, nous on parle toujours en net, en chiffre d'affaires net, et après le net, il vient plus dans le reporting mensuel. Mais quand on parle de chiffre d'affaires, on parle de chiffre d'affaires net. Donc, à se mettre d'accord sur ça. Deuxième question que j'ai. Toi, tu mets N-1. Donc, tu mets toujours chiffre d'affaires N-1. Mais nulle part, je vois le mot budget de l'année N. Pourquoi tu n'as pas désiré mettre le budget dans cette analyse ? Oh, tu me coinces là sur mon exemple fictif. C'est parce qu'en fait, j'avais pas de budget pour cet exemple fictif. J'avais juste des data series, tu sais, où je comparais une année fictive avec l'année précédente. Cette année fictive, mais là où je te donne 1000 fois raison, c'est que en fait, moi, j'aurais tendance à poser le budget bien en vue. Le budget, c'est l'objectif. Pour un vendeur, donc j'ai envie de dire, c'est une notion hyper importante, si ce n'est pas la plus importante, parce que c'est là-dessus qu'il est évalué. Donc clairement, dans la vraie vie, de
devrait figurer en fait la notion budgétaire. Après, où je suis peut-être moins d'accord avec toi, c'est que pour moi, le budget, c'est une hypothèse. La vraie vie, c'est l'année d'avant. Et comme je dis toujours, quand je parle à mes financiers, à mes contrôleurs, je leur dis, le budget, c'est hypothétique, c'est pas la réalité. Donc, et prenons l'exemple de cette année Covid. Bien sûr, on avait tous fait des budgets en janvier, et puis étonnamment, les budgets ont beaucoup différé entre nos budgets et ce qu'on s'imaginait de ce qui s'est passé. Donc, pour moi, le budget, oui, mais j'adore quand même. Ma base de comparaison, c'est toujours N-1. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, votre honneur? Deux très bonnes remarques jusqu'ici. Hein. Non, ce que j'aime dans tout ça, c'est on voit le côté quantité. Et ça, tu vas en parler après, mais ça, je trouve intéressant de voir pas seulement un côté chiffre d'affaires, mais aussi pour essayer de comprendre ce chiffre d'affaires, voir le côté quantité. Ah bah écoute, tu vas rester déçu, Mike, hein, parce que là, en fait, je suis que sur du chiffre d'affaires, mais je m'attendais par contre à ta remarque. C'est-à-dire que celle-là, ça m'aurait étonné que tu la poses pas. Ici, on n'est que sur des notions de chiffre d'affaires, à part ici, où j'ai mentionné le nombre d'articles totaux vendus. Mais par contre, moi, si j'avais été donc un vendeur vraiment évalué sur ma performance, ou simplement directeur d'une boîte, ça m'aurait intéressé de voir ici, parallèlement au chiffre d'affaires, les notions de, tiens, combien d'unités ont été vendues. Dans le monde retail ou du food, c'est très utile pour voir si tout d'un coup, la proportion de produits qui ont été vendus en actions, elle a changé de manière significative. Parce que si tout d'un coup, tu as des gros gaps d'une année à l'autre, où genre tu as vendu beaucoup plus de quantité, mais pour un chiffre d'affaires qui est à peine plus élevé, tu dis, t'as fait péter les actions, quoi. Puis ça, du coup, tu le vois assez vite grâce aux unités. J'imagine c'est le genre d'élément que tu regardes toi aussi. Oui. Finalement, les deux, la valeur et la quantité, sont assez quelque chose qu'on regarde l'un avec l'autre, ou l'un explique l'autre. Si tu me montres que les quantités, c'est bien, mais après, je vais dire, ouais, mais c'est quoi la valeur? Si tu me montres que la valeur, je vais revenir aux quantités. Donc, cette espèce de binôme est toujours très important à garder à l'esprit, en tout cas quand vous montrez quelque chose peut-être pas sur un gros dashboard simple, mais en tout cas, avoir la possibilité d'aller le voir. Alors, moi, j'aime les deux parce qu'elles me permettent de comprendre, de comprendre les différentes choses. J'avais peut-être une question pour toi, c'est les catégories d'articles. C'est vrai que pour moi, ça, c'est vraiment une chose qui est assez importante. Alors toi, tu as mis des catégories d'articles assez, parce qu'on est dans un exemple assez spécifique, mais c'est vrai qu'il faut faire attention avec les catégories d'articles, parce que moi, je vous donne mon domaine où on vend des produits, mais on a aussi ce qu'on appelle des pièces détachées. Donc, des pièces détachées, on en vend beaucoup, mais avec des valeurs basses et des volumes hauts. Donc, il fausse complètement les quantités, si on veut bien. Donc, il faut toujours faire attention aux catégories en se disant comment on les nomme et quelles catégories on sélectionne surtout. Autre très bonne remarque, parce que vous voyez ici, en fait, qu'est-ce qu'à avoir un energy drink avec une bière ou avec un soft drink, hein, si je continue en fait à... Ce petit ascenseur va-t-il fonctionner? Il est là, un Sprite 0. À peu près rien. Hein. Les dynamiques sont différentes, les publics sont complètement différents. Il y en a, ce sera des jeunes qui n'auront pas atteint leur majorité, pas nécessairement. D'autres, il faudra être adulte. Donc, des énormes différences où là, j'aurais bien voulu avoir la sous-catégorie bière, la sous-catégorie eau, la sous-catégorie jus, soft drink. Je pense que rien qu'avec ces 4 catégories, on aurait eu une vision encore meilleure. En l'occurrence, en fait, on doit passer par du tagging dans ces cas-là. C'est-à-dire que dans les fichiers Excel, tels qu'ils étaient à ma disposition, il n'y avait pas en fait les sous-catégories qui étaient créées. Puis j'ai décidé d'être paresseux et de ne pas les créer, quoi. C'est-à-dire c'est un point qu'on n'a pas pu aborder de manière plus simple à travers ClickSense et à travers les chances que j'ai eues grâce à Malo. Donc en l'occurrence, ça c'est un des points que j'espérais que tu notes également. Donc la catégorisation qui permet vraiment d'avoir des raisonnements sur des écosystèmes qui sont cohérents entre eux, quoi. Le Sprite est cohérent avec du Coca, une bière locale avec une bière internationale. Mais effectivement, mélanger les deux, c'est un peu plus douteux, quoi. Mais disons, ça demande... c'est toujours le début de la vue d'ensemble. On commence comme ça avec une vue d'ensemble et on se dit, voilà, on commence avec les catégories et puis après on appelle en anglais drill down, on va aller en plus en profondeur en voyant, dans cette catégorie, qu'est-ce qui se passe? Donc ça permet une meilleure compréhension. Après, si on connaît parfaitement son business et puis qu'on n'a pas beaucoup de catégories, ce qui est, je pense, dans le food difficile, voilà, on peut le comprendre. Mais pour moi, ce que tu montres, ça serait l'étape d'en dessous, finalement. Écoute, je vais enchaîner sur un chiffre que je trouvais intéressant de comparer en multicatégorie, qui est en fait le top 10 suppliers, donc le top 10 des fournisseurs qui sont présents sur ces frigos, sur ces rayons. Et là, ce qu'on voit de manière intéressante, c'est qu'on a un mélange. Donc le premier reste une bière, groupe Carlsberg. Le deuxième est un groupe de soft drinks. Le troisième étant Heineken, autre groupe de bière. Ici, en fait, on a un mélange, parce que Nestlé vend principalement de l'eau, mais également des jus, des autres soft drinks. Red Bull, c'est la monomarque. Donc moi, je suis assez impressionné par le placement de
de Red Bull et d'Unilever, parce qu'ils arrivent en monomarque, les gars, c'est-à-dire ici c'est Red Bull, ici c'est Lipton, et puis réussir à atteindre un top 10, et donc vraisemblablement pas loin du million de chiffre d'affaires sur les 3,5 que je vous ai présenté tout à l'heure, je trouve que ça présente des marques fortes, quoi, en sachant que les autres groupes, vous devez les connaître, peut-être pas Ramsayer, qui est un groupe de jus de fruits qui est très large au niveau de ses jus de fruits, mais qui a en fait plusieurs sous-catégories de jus, c'est pour ça que je ne les mettrai pas dans le même, au même niveau que Red Bull et Unilever. Eh bien, on se retrouve enfin avec Rivella, qui est le 9e avant tous les autres, qui constitue en fait avec moins de 200 000 francs sur moins de 3 500 000 de chiffre d'affaires annuel, genre de l'ordre de 5%, quoi. Donc, avec 9 fournisseurs, on réalise de l'ordre de 95-95% du chiffre d'affaires. Ce que je trouvais assez intéressant, je conclurai simplement en montrant le split de points de vente. C'est-à-dire que sur 38 points de vente, on a 3 types de magasins, entre le convenience store, qui est en fait, plus de 2 magasins sur 3 sur ces 38 points de vente, sont des convenience stores. Autrement, on a des stations-service d'autoroute. Alors celle-là, il y en a très peu. Il y en a de tête, il y en a 2 ou 3. Mais par contre, vu le volume qui est réalisé, même sans les bières, parce que c'était une période où il n'y a pas de bière qui est vendue en autoroute, ils font clairement plus que quelques dizaines de Shop Frontier qui, eux, ne réalisent que 12% du chiffre d'affaires. Puis j'avais assez envie, pour le petit wow effect, de montrer ce que ça peut donner au niveau d'une map. Ça donne joli au début, normalement, mais je crois qu'on est en train tellement d'utiliser de bande passante avec l'enregistrement que du coup, il a un petit peu de peine avec le zoom qu'il fait habituellement, mais où on retrouve en fait les 38 points de vente. Ça, c'est la Suisse italienne. Chaque rond représente en fait un point de vente. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit ? En gris, on a les shops d'autoroute. Donc, celui que vous voyez là, par exemple, où on en voit, il y en a peut-être un tout petit peu plus que 3, il y en a peut-être 4 ou 5. On a en violet foncé, en fait, c'est les convenience stores, c'est ceux qu'on retrouve en fait majoritairement. Puis finalement, en rosé, par exemple celui-ci, justement aux abords de la frontière avec l'Italie, où on retrouve en fait les shops frontières. Et puis donc, je trouve que la taille du cercle sur ce coup-là est pas hyper représentative. Enfin si, elle est représentative, mais du coup, on le voit pas forcément bien à l'œil, parce que les différences de chiffre d'affaires sont pas notables d'un point de vente à l'autre. Mais il n'empêche qu'on voit, par exemple, que celui que je suis en train de cliquer au niveau de Balerna, le gros violet là, il a quand même un chiffre d'affaires global qui est plus intéressant que le petit que je prends là, qui serait justement un rosé, donc un shop frontière, et puis qui réalise un chiffre d'affaires moins élevé. Bon allez, je vais pas trop me perdre, parce que ceux qui ont que l'audio, du coup, ils risquent de se perdre avec mon blabla. Mais toi, t'en penses quoi de ces derniers inputs ? Moi, ce que je trouve intéressant dans les maps, c'est vrai que dans une carte, c'est que ça te montre où est-ce que tu vends. Est-ce que tu as des quartiers ou dans certains pays où tu vends plus que d'autres et pourquoi ? Alors, tu pourrais avoir des marques qui sont plus connues dans la partie en Suisse alémanique, Suisse romande, que Suisse romande à cause du lien avec la France. Il y a plein de choses comme ça. Après, une chose qui est difficile avec les cartes, et moi je le vis au jour le jour, c'est que on ne livre pas seulement le point de vente final. On livre souvent à des grossistes ou on livre à des centrales qui vont elles-mêmes vendre à leur point de vente. Donc, on n'a pas tout le temps cette information. Et c'est ça qui est un challenge, je crois, sur les marques. C'est vraiment que quand on fait une carte, on doit vraiment avoir une data qui fait sens. C'est-à-dire, on doit vraiment avoir les ventes du point de vente pour se rendre compte. Parce que sinon, on aura, je sais pas, un énorme point sur le Zurich parce qu'on livre la Migros. Voilà, la Migros Zurich, mais on verra pas où c'est développé, on verra pas le Tessin, parce qu'après ils livrent depuis le Tessin. Donc je pense que le challenge, c'est vraiment de s'assurer qu'on a la bonne data pour la visualiser. Ouais. Après, on va être clair, c'est que sans sell-out qui sont donnés par exemple une chaîne de magasins, et qui sont souvent monnayés, c'est-à-dire qu'on doit donner de l'argent pour recevoir cette data, pour moi, c'est simplement pas possible de faire ce genre d'analyse. Mais tu rappelles très justement qu'en gros, on adorerait tous savoir en tant que fournisseur de produits et de solutions, qu'est-ce qui se passe sur le marché. Et puis, c'est sans compter les intermédiaires qui ont leur propre cuisine. Donc là, déjà, je te remercie beaucoup pour ces inputs où on sent le pur vendeur et on sent le data cruncher. En l'occurrence, moi, j'invite toutes les personnes qui écoutent ce podcast déjà à visualiser et par eux-mêmes le tutoriel qu'on va placer, qui est regardable en tant que tel. Vous pourrez voir le quadragénaire qui est Michael, avec sa coupe un peu grisonnante que j'ai complimenté en off avant d'arriver. Et puis, posez-nous vos questions, soit sur ClickClack et Twitter en utilisant le handle ClickClack. Au cas où vous avez des questions pour Mike, Michael, n'hésitez pas, son handle à lui c'est Side. SYDE. Merci, SYDE. Et ça nous amène au mot de la fin, mon cher Michael.
un petit brin d'inspiration où j'avais assez envie de te citer qu'est-ce que j'ai trouvé comme inspiration et de voir si ça résonne chez toi. Ça te parle ? Ah bah ça me parle plus deux fois qu'une. J'adore les citations. Comme je dis en anglais, des quotes. Je l'attends. Les mots de la fin seront pour un proverbe chinois. L'âme n'a pas de secret que la conduite ne révèle. Je remercie également Eugène Schoen qui poste des superbes citations. Donc merci à toi Eugène. Qu'est-ce que ça t'inspire, Mike ? J'aime bien cette citation. Souvent, je les lis en anglais, les citations. Donc, l'âme en anglais, c'est le soul. Et je préfère le mot soul que âme, déjà, rien que dans la sonorité. Mais c'est vrai que finalement, son soul, l'âme, voilà, c'est ce qu'on a en nous profondément. Donc, finalement, on agit comme on est. Donc, notre manière d'être va quand même montrer qui on est. Et heureusement, parce qu'on n'est pas des psychopathes, je veux dire. Écoute, c'est exactement ça, Mike. Je crois que ce qu'on fait dit qui on est. Tu sais, j'ai déjà entendu « on est ce que l'on mange », chose avec laquelle je suis relativement d'accord. Mais alors, on est ce que l'on fait, je trouve que c'est assez juste, quoi. Moi, ça me sonne juste, donc je suis 100% d'accord avec toi. Puis je dirais même que c'est vraiment l'impression qui me reste de ce qu'on est en train de faire. Par exemple, avec l'IA, où on est en train de monter des tas d'algorithmes qui permettent simplement d'anticiper, de savoir qu'est-ce qui va être fait demain en partant de ce qu'on fait maintenant. Et donc, c'est plus actuel que jamais. Ce proverbe chinois qui doit avoir quelques milliers d'années a, à mon avis, encore quelques millénaires tranquilles devant lui. Bon, il me reste à te remercier, Mike Akaside, avec Y, d'avoir été présent et critique, mais une critique constructive par rapport à ce dashboard. Je vous ai déjà dit qu'il y avait 3 épisodes, ça c'était il y a une vingtaine de minutes, que vous pouvez retrouver en tapant clic-clac. Nous, on va se retrouver encore pour 2 épisodes avant la fin de cette année, dont le prochain, pour lequel je me réjouis, puisque c'est Reto Engler, un des cofondateurs de la brasserie Dr Gabs, qui va nous parler un petit peu d'approvisionnement et de supply chain. Et je peux vous dire qu'il y en a de la supply chain dans et autour d'une brasserie. Et puis, encore une fois, merci à toi, Mike. Merci, c'est un plaisir de parler. J'avais oublié comme c'était cool de parler de vente et de dashboard. Donc, j'ai toujours plaisir, j'aime bien la data. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, j'y répondrai au mieux de mes connaissances. Bien. Et puis, inspirez-vous tous autant que vous soyez. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Click-Clack Podcast. Click-Clack Podcast.